C'est bon, vous êtes bien reposés là? Ouais. Ouais. Moi pas. Rapidement, donc je m'appelle Luc Joly, juste pour information, très très rapidement, donc je travaille actuellement dans une entreprise qui s'appelle, j'ai un peu du mal avec la souris sur le truc là, j'ai basculé de mode, donc qui s'appelle Sonar Source, où on fait de l'analyse de code, et si jamais ça intéresse des gens de travailler par exemple avec Clang pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur de bout de code C++ et tout, on est toujours en mode recrutement. Et dernier point de publicité avant de passer au cœur du sujet, c'est que je peux faire des formations d'entreprise. Donc, si votre entreprise a des mauvais développeurs C++, en plus de vous, bien évidemment, vous pouvez demander à ce que je fasse des formations chez vous pour qu'ils deviennent des meilleurs développeurs C++. Donc, je vais vous parler des modules. Alors, je crois que je vais basculer. Je vais changer de mode là parce que ça va m'énerver rapidement. Non, c'était pas celui-là, c'était ça. Voilà. Hop. Donc, je vais vous parler des modules. Et donc, déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment j'ai écrit un petit peu ça. Et en fait, si j'écris ça, c'est pour vous montrer que l'écriture inclusive est un problème. Et bien évidemment, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de féminisme ou de masculinisme ou quoi que ce soit. Quand je parle de l'écriture inclusive qui est un problème, je parle du fait d'écrire avec des includes, bien évidemment. Donc, pourquoi c'est un problème d'écrire avec des includes? Le problème principal, c'est que ce n'est pas composable. Déjà, le premier problème, imaginons, je fais un petit Hello World. Il n'est pas très grand, hein, il fait quelques lignes. En plus, il est faux parce que... Ah si, c'est bon, j'ai mis std 2.2. Puis, je me suis amusé à inclure Windows.h aussi, parce que on risque d'en avoir besoin. Donc, je me suis juste... ayant fait ça, j'ai fait un petit test, et j'ai comparé le résultat du préprocesseur avec une version de la Bible. Comme ça, c'est un bouquin, vous avez un peu une idée de la taille que c'est. Alors, je n'ai pas pris la plus petite version de la Bible, j'en ai pris une assez grosse, parce qu'autrement, ça ne comparait pas bien. Donc, le résultat du préprocesseur de ce Hello World, 300 000 lignes, sous Windows, Visual Studio, dernière version. 300 000 lignes, la Bible, 31 000 lignes seulement. Nombre de caractères, un peu plus de caractères que dans la Bible. Donc, c'est-à-dire que sur les 300 000 lignes, il y a quand même beaucoup de lignes blanches. Hein. Mais malgré tout, sachant que ça, c'est le compilateur, quand il fait ce travail de préprocesseur, il doit avoir plus de code que ça, parce que là, c'est le résultat où les diacifs 0 sont enlevés, etc., etc. Donc, il reste ça comme caractère en résultat de préprocessing. Ce qui veut dire que pour préprocesser, le compilateur est certainement passé sur plus de caractères que ça. Et pour faire ça, on a listé 306, on a lu le contenu de 306 fichiers include. Là où dans la Bible, c'était dans un seul fichier. J'ai une version. J'aurais pu avoir des versions dit par livre, etc. Mais bon. Ce qui est dommage en plus là-dedans, c'est que là-dessus, la grosse majorité ne sert à rien. Je veux dire, là-dedans, si ça se trouve, j'ai toutes les fonctions Windows pour faire de l'affichage de fenêtres, pour faire du son, pour faire des tas de choses. En incluant IOStream, j'ai non seulement Cout, mais j'ai aussi Sein, alors que je n'utilise pas Sein là, par exemple. Donc, oui. Si tu ne compiles pas, si tu utilises Boost, parce que tu auras une pute de fois Windows.h, et que c'est chiant, etc. Ça rigole. Donc, premier problème des includes, c'est que ça ne scale pas. On passe du temps à faire des choses qui ne servent à rien, on passe du temps à ce que le compilateur lise sans arrêt les mêmes choses, et c'est du temps perdu, et c'est ce qui fait que les développeurs C++ peuvent devenir accros au café ou à la clope, pire, parce qu'il y a du temps de compilation, et ils ont le temps de sortir de leur bureau. Et ça, il faut à tout prix lutter contre ça pour l'efficacité. Pour la santé des développeurs, pour qu'ils arrêtent de fumer et de boire du café, ou du whisky, ou ce qu'ils veulent, ou du coca. Deuxième problème, c'est que ce n'est pas composable. Ça veut dire quoi que ce n'est pas composable? Ça veut dire que si je fais include A puis include B, je n'ai pas le même comportement que si je fais include B puis include A. Alors, si j'écris mes headers de manière à peu près propre, et que je contrôle ce qu'il y a dedans, et que je ne fais pas ce qui est fait dans 99% des bibliothèques, il se peut que ça marche. Mais il n'y a pas de garantie que ça marche. Donc, c'est un problème. Qui n'a jamais eu le problème de dire, par exemple, include Windows.h et j'utilise std min?
C'est pas un cas généralisé, mais ce genre de problème existe un peu partout. Moi, j'en ai vu dans plusieurs boîtes. Pour ceux qui l'ont tapé, ça fait quoi? En fait, Windows définit une macro min en minuscule. Donc std de point min, c'est plus la fonction min, c'est remplace la macro. Oui, on peut définir, avant d'inclure Windows.h, on peut faire un define no min max, auquel cas il ne définit pas cette macro. Parce qu'ils se sont comme fait taper dessus pas mal à cause de ça, quoi. Je sais plus, peut-être que... Non, je crois que je crois qu'il y a le define no min max par défaut maintenant, peut-être. C'est peut-être ça le truc. Ah oui, ça. Autre chose qui peut poser problème, c'est qu'il n'y a pas d'association entre les fichiers, les artefacts physiques et les entités logiques qu'on manipule dans le code. Une fonction, elle n'appartient pas à quelque chose. Une fonction inline en particulier, elle va se retrouver définie dans plusieurs fichiers objets. Donc elle va être dans plusieurs unités de compilation. Et du coup, il y a tous les fameux problèmes d'ODR qui peuvent arriver. C'est-à-dire que la fonction n'étant pas définie à un seul endroit, elle est définie à plusieurs endroits. Et au moment du link, on va prendre un des endroits au hasard. Et on espère que, enfin, la norme dit, les autres endroits où elle est définie, elle doit être définie de la même manière. Si ce n'est pas le cas, bah, tant pis pour vous. Donc c'est un point problématique. Oui. Alors quand je dis une fonction inline, c'est une fonction qui est déclarée comme inline. On n'est pas sûr qu'elle soit inlinée. Techniquement, dans la norme, une fonction inline, c'est juste une fonction qu'on peut définir dans plusieurs unités de compilation et les linker ensemble. Le fait qu'elle soit inlinée ou pas, c'est un détail d'optimisation qu'on ne voit pas. Alors, si elle est réellement inlinée dans le code, effectivement, elle n'existe plus nulle part. Sauf que comme elle l'a déclaré inline, le linker présuppose que ces différentes définitions sont identiques. Voilà, chaque point haut a une définition de la fonction. Et au moment du linker, en général, il va prendre la première sur laquelle il va tomber. Mais formellement, si elles ne sont pas exactement identiques au token près, c'est un comportement indéfini. Oui, c'est plus qu'au token près, c'est-à-dire qu'en fait, si elle référence une autre fonction, il faut que ce soit la même fonction qui soit référencée des deux côtés. Si en plus elle dépend de ce que tu as inclus avant et de l'ordre de ce que tu as inclus avant. En fait, il y a un truc qui est assez miraculeux, c'est qu'on arrive quand même à compiler du C++. Je ne sais pas comment on fait. Donc ça, c'est le problème. Alors, avant de parler de la solution, on va faire un petit peu d'historique. Les modules, ça fait un bout de temps que ça traîne. J'ai retrouvé le premier papier sur les modules dans la norme. Alors, il y avait des discussions sur des modules encore bien avant, mais le premier papier dans la norme, c'est en 2005 par David Van Voorde. Qui a commencé à poser des bases de à quoi pourraient ressembler les modules, sauf que c'était un peu trop tard pour C++ 11, puisqu'il n'y avait que 6 ans devant nous. Donc ensuite, il y a eu, on a laissé un peu de côté, et puis finalement, il y a eu du travail supplémentaire qui a été fait. Il y a eu le fait de commencer à faire une technical specification sur les modules, avec comme auteur principal Gaby Dostres de Microsoft. Donc le but, c'était de les sortir vite, parce que c'est important pour tout le monde. Donc on les a sortis en C++ 4, pas 4, ça a pété, non, c'est pas non plus dans C++ 10. En fait, il a été publié en C++ 18. Mais ils vont être en C++ 20, enfin, j'espère. Donc pour l'instant, il y a juste un TS, Technical Specification, c'est-à-dire c'est une sorte d'antichambre de la norme. C'est quand on a un truc, c'est plus qu'une simple proposition, mais c'est pas encore accepté dans la norme. C'est un petit peu un intermédiaire et ça permet principalement aux gens qui développent des compilateurs de commencer à implémenter et de jouer un petit peu avec. J'ai du mal avec ma souris aujourd'hui, moi. Hop. Donc en parallèle de ça, parce qu'autrement la vie serait trop simple, il y a eu les gens donc je vous ai dit, le TS sur les modules, c'est principalement Gaby Dostres qui lui travaille maintenant chez Microsoft.
En parallèle de ça, il y avait des gens de chez Clang qui, eux, avaient besoin aussi de modules, en particulier pour Objective-C, mais qui, leurs modules marchent aussi en C, puis un petit peu en C++. Et donc, du coup, ils ont leur propre implémentation des modules qui n'est pas conforme du tout au TS sur les modules. Ça a été fait à peu près en parallèle, plus ou moins dans leur coin. Quand je dis dans leur coin, alors c'est open source et tout, mais au moment où ils ont fait ça, ils n'en ont pas trop discuté dans le comité. Ils avaient leur implémentation. Oui. Ça, c'était après. En fait, il y a eu 2 implémentations dans Clang. La première, c'est effectivement les gens d'Objective-C. Et après, les gens de Google ont effectivement aussi participé à une autre implémentation qui est encore différente. Et ça, c'est celle qu'il y a à Atom. Ouais, Atom, c'est Google, oui. Donc ensuite, une fois qu'ils ont pas mal travaillé avec leur implémentation sur les modules, ben, ils se sont dit, ben, finalement, nous, ce qu'on veut dans la norme, c'est pas le TS, c'est ce que nous, on a fait. Parce que c'est vachement mieux, puisque c'est nous qui l'avons fait. Et sachant que, bien évidemment, en parallèle, Microsoft avait commencé à implémenter le TS de son côté aussi. Donc, s'ils voulaient à tout prix que ça soit le TS, parce que c'est vachement mieux, parce que c'est eux qui l'ont fait. Donc, ils ont publié une proposition concurrente au TS qui s'appelle Atom, Another Take at Modules. C'est ça que ça veut dire, Atom. J'ai découvert ça en préparant la présentation. Et donc, quand on a 2 trucs parallèles, enfin 2 trucs concurrents sur le même sujet, c'est le meilleur moyen pour couler les deux. Donc, il y a eu quand même du travail qui a été fait pour essayer de synchroniser le travail. Donc, il y a maintenant une proposition. Il y a un merge des 2 propositions qui est en cours, où en gros, on a mis Gaby Dosres et Richard Smith dans la même salle, on leur a fermé la porte à clé, et on leur donnait de temps en temps un sandwich, mais pas trop souvent. Il fallait qu'ils aient un seul sandwich, pour eux 2. Donc, l'objectif, c'était essayer de voir si finalement ces 2 propositions étaient si incompatibles que ça. Il y a eu une présentation de cette proposition, de ce merge, qui a eu lieu à Rapperswil. Donc, Rapperswil, c'était la dernière réunion ISO C++ qui avait lieu en juin. Donc, ils ont présenté ce merge. Et globalement, le truc positif, c'était que, après s'être mis réellement dans la même salle, après avoir longuement discuté, ils se sont rendus compte que finalement, les 2 propositions n'étaient pas foncièrement incompatibles l'une avec l'autre. Qu'il y avait des extensions d'un côté, qu'il n'y avait pas de l'autre, mais que les principes de base étaient à peu près les mêmes, et donc que le fait de pouvoir merger les 2 propositions n'était pas quelque chose de totalement farfelu, mais quelque chose de jouable. Donc ça, c'est le point positif. Il y a donc une proposition de merge qui a eu lieu. Il y a quelques points qui restent encore à décider dans cette proposition de merge, qui ont été un peu discutés à Rapperswil. Tout n'a pas été, certains points ont été tranchés, tout n'a pas été tranché. Il y a encore des points qui doivent être tranchés. Mais aujourd'hui, on va dire que la proposition la plus avancée, c'est ce merge des 2 propositions. Et c'est celle-là que je vais utiliser en supposant que ce soit ça, les modules, parce que je vous fais une présentation sur les modules, mais on ne sait toujours pas à quoi ça va ressembler. Donc, et on ne sait même pas si on les aura, et on ne sait pas quand on les aura. Donc ça rend la présentation pas forcément facile, parce qu'en particulier, moi j'aime bien tester avec des vrais trucs, et puis c'était pas forcément facile de tester des choses qui existent uniquement sous forme de spec dans la norme. Donc, les prochaines étapes, dans 10 jours, il y a une réunion du comité C++ spéciale sur les modules de 2 jours, parce que en gros, l'idée c'est qu'on aimerait quand même bien que ça soit en C++ 20, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on les attend. Et la dernière limite pour pouvoir mettre des nouvelles choses qui pourraient aller dans C++ 20, c'est la prochaine réunion plénière à San Diego, qui a lieu en novembre, je crois. Et on s'est dit, vu que le merge est encore un petit peu, enfin l'encre elle n'est pas complètement sèche encore sur le merge, si on attend San Diego pour présenter la version finalisée du merge et qu'il y a le moindre petit truc qui dérape, on loupe les modules en C++ 20. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour les avoir en C++ 20. Donc, réunion intermédiaire avant septembre pour qu'il y ait une première présentation du nouveau merge, parce que je vous ai dit, il y avait des petites choses à finaliser, que les gens aient un moyen de discuter et tout, dans l'idée d'essayer quand même, à marche forcée, d'arriver à avoir les modules en C++ 20. Normalement, il devrait y avoir des trucs juste avant. Je n'ai pas encore vu les documents préparatoires à ces réunions-là. J'espère qu'ils vont bientôt arriver. Pour l'instant, je ne les ai toujours pas vus. Juste avant la CPBcon, ça va sortir pile poil pour la CPBcon. Tu vas avoir 1000 développeurs ensemble. Je crois que pour le choix des dates, la première proposition était en même temps que la CPBcon. Ils ont décidé de le faire un petit peu avant quand même.
T'as pas précisé, mais il y a quand même des implémentations des anciennes versions, en particulier du TS. Plus tard. Ah, ok. J'ai implémentation, tu vois, là, juste là. Ah oui, ok. Mais bon, après, ce sera peut-être pas précis, tu pourras peut-être compléter. Donc, l'objectif, ça reste C++20, mais il y a un point d'interrogation, c'est le meeting en novembre qui est le dernier délai. C'est là qu'on saura si, enfin, en gros, si c'est pas voté à ce meeting-là, ça sera pas en C++20. Ce qui ne veut pas dire que ça sera pas dans les compilateurs, mais ils seront quand même moins motivés pour l'implémenter si c'est pas dans C++20. Et j'ai mis les 4 points d'interrogation parce que si franchement on l'a pas, je serais dégoûté. Donc, en termes d'implémentation, alors il y a des implémentations désormais dans les 3 gros compilos. Il y a Microsoft qui implémente quelque chose qui est proche du TS, sauf que c'est qu'en ligne de commande, c'est-à-dire essayez pas de l'utiliser depuis l'interface, depuis l'IDE. J'ai essayé déjà que depuis la ligne de commande, elle est un petit peu chatouilleux. Depuis l'IDE, c'est des chatouilles avec une grande plume qui est encore 10 fois pire. Je ne sais pas aujourd'hui si MS Build supporte ou pas ce qui va avec ça. Je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est vraiment de la ligne de commande manuelle, quoi. Ouais, actuellement, MS Build ne le supporte pas du tout, parce qu'ils attendent que ce soit stabilisé, il me semble. Je crois que le seul build system qui gère ça correctement, c'est B2. C'est Build 2. Pardon, Build 2. Build, c'est différent. Ensuite, Clang, il y a eu plusieurs versions d'implémentation des trucs. Ils implémentent aussi, d'après ce que j'ai vu, le TS, mais je ne sais pas quelle est la qualité d'implémentation. C'est un -F module TS ou un truc comme ça. Il y a pas longtemps, ils ont mis à jour la doc de Clang 8.0 et dedans, il y a plein de nouveaux trucs, ils ont changé plein de trucs par rapport à avant. Il y a F module TS, mais j'ai l'impression qu'ils passent par des fichiers spéciaux temporaires qui ne sont pas dans le TS, justement. Je sais pas si... Ça dépend parce que des fois, il y a certains. Je ne sais pas s'ils sont dans le TS, etc., mais eux, ils ont des... Il y a des choses permises par le TS sans forcément être dans le TS, mais c'est peut-être ça le truc. Mais ils ont ça mis fait à partie jour, d'une proposition, il me semble. ils ont mis à jour Clang 8.0, la documentation. D'accord. Il n'y a que les trucs sur les modules qui sont sortis, donc ça coûte. Et GCC a implémenté, alors eux, ils ont été plutôt passifs sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont attendu que le TS arrive, une fois qu'il arrive, ils l'ont implémenté, puis ils ont proposé ensuite par rapport à ça des petites modifications, mais ce n'est pas eux, ils n'ont pas été auteurs de grandes propositions sur les modules. Alors, c'est quoi les principes de base des modules? Premier principe, un module, le contenu d'un module ne dépend pas du contexte dans lequel il est importé. Je l'importe à un endroit en n'ayant rien importé d'autre avant, je l'apporte à un autre endroit en ayant importé plein de choses avant, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que c'est important ça? Déjà parce que ça nous permet de conserver un peu notre santé mentale, là où les headers sont plutôt violents avec nous. Et le deuxième, c'est que comme ça ne dépend pas du contexte, on peut les précompiler. Chose qu'on est incapable de faire avec les headers. Alors, il y a l'histoire de précompile d'headers qui existe, mais c'est une grosse bidouille qui n'est pas scalable, qui n'est pas composable surtout. Précompile header, ça veut dire, comme les headers dépendent du contexte, le seul endroit où on a un contexte stable, c'est tout au début du fichier, parce que là, il n'y a rien dans le contexte. Donc, si on inclut toujours les mêmes headers dans le même ordre au début d'un fichier, cette partie-là reste stable. C'est le principe de base des précompile headers. Mais c'est juste un groupe de headers qu'on doit inclure en haut du fichier dans le même ordre. Avec les modules, comme on est indépendant du contexte, on peut indépendamment les uns des autres compiler chacun des modules et ensuite lire le résultat de ce qui a été compilé. C'est pour ça qu'on espère que les modules vont améliorer les performances. C'est ce point-là. Oui. Ça n'empêche pas. C'est le template est défini une bonne fois pour toutes dans le module indépendamment du contexte, et au moment où tu vas l'instancier, là tu regarderas le contexte d'instanciation. Mais le template lui-même ne dépend pas du contexte. Pardon? Oui? Alors quand je dis précompilé, c'est on peut avoir une représentation efficace binaire du contenu d'un module. C'est pas forcément du code compilé. Et l'idée en particulier de ces formats binaires, c'est qu'on n'est pas obligé de les lire tous. Il peut y avoir des index, il peut y avoir des choses comme ça qui font que quand on a besoin de cout, on va lire juste la définition de cout et on n'a pas besoin de lire tout le reste qu'il y a autour. Voilà. C'est pas vraiment une compilation, c'est un format binaire du module, une description binaire du contenu du module. Oui. Je ne le vois pas dans la liste, mais
pour clarifier, ce qui est importé, c'est d'abord les noms de ce qu'il y a dans le module. J'ai un point un peu là-dessus. Deuxième chose, qui est un petit peu une redite de la première, mais ça ne fait pas de mal de le dire, c'est l'ordre d'import des modules, du coup, est sans importance. Sauf si un jour les modules peuvent exporter des macros, mais en fait non, ils se débrouillent quand même. Je reviendrai un peu là-dessus. Il y a parmi les discussions qu'il y a sur les modules, c'est est-ce que les modules peuvent exporter des macros ou pas. Donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Deuxième principe, puisque les deux premiers c'est un petit peu le même, un module doit déclarer explicitement ce qu'il exporte. C'est pas parce que quelque chose existe dans un module qu'il va forcément être accessible de l'extérieur. On a une claire séparation entre ce qui est public et ce qui est interne au module. Principe suivant, l'export d'un module, c'est plus lié à de l'accessibilité, pas à l'existence. Donc ça reprend un petit peu ce que tu disais par rapport à l'histoire des noms. C'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai une classe C que je n'exporte pas. C'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. J'exporte une fonction f qui retourne un objet de type C. Eh bien, ça veut dire quoi? Je pourrais appeler la fonction f, je pourrais même stocker ce résultat quelque part, sauf que ce quelque part, je ne saurais pas comment ça s'appelle, je n'aurais pas accès, je ne pourrais pas appeler des fonctions membres sur C, sur le résultat de f. Alors, ça peut paraître tordu. Ça, ce qu'il connaît, c'est il connaît ce qu'il a envie de connaître. C'est nous, dans le code, on n'y a pas accès. La taille de C, elle est connue. C'est un détail d'implémentation. Pour l'utilisateur du code, ce n'est pas exporté. On ne peut pas utiliser le nom C, mais on peut faire auto-C égale F. C'est quoi des types de C là? On a le droit d'écrire decal type C. Et dans ce cas-là, c'est la même chose que C, sauf que sur decal type de C, on ne pourra pas appeler les fonctions membres a priori, puisqu'on n'y a quand même pas accès. Mais le type, c'est C. Oui, le type c'est C. C'est juste que c'est un type interne au module qu'on ne peut pas nommer, mais c'est pas le seul. Je finis le truc et je finis le point. Ça peut sembler étrange, mais en fait, on a déjà ça qui marche. Aujourd'hui, dans une classe, si j'ai une structure qui est privée, j'ai le droit d'avoir une fonction qui retourne un membre de cette structure. Et pourtant, je n'ai pas le droit d'utiliser C de inner. Si j'essaie de faire C de inner, le code ne compilera pas. Donc c'est assez semblable en fait comme comportement à ça. C'est pas vraiment nouveau. Aujourd'hui, c'est le truc qu'effectivement au début j'avais du mal à comprendre parce que j'ai lu les premiers papiers sur les modules, c'est qu'il y a deux notions qui sont agrégées et qu'en fait les modules forcent un peu à séparer. Il y a l'entité qui est définie, une classe, et il y a son nom, C. Et en fait, la classe, elle existe quoi qu'il arrive. Quand on importe le module, la classe, on importe aussi forcément. Mais ce qu'on peut ne pas importer, c'est le nom qui permet d'accéder à cette classe. Comme si c'était un nom privé, en quelque sorte. Alors, j'ai vu plein de mains partout. Un export est différent d'un forward de classe. Si on a exporté la classe, on peut attendre plus tard, je promets, parce que j'ai un truc exprès sur le forward. Si tu veux répondre. Je ne me souviens pas de la raison exacte, mais ce dont je me souviens, c'est qu'au début, rien n'est exporté, et du coup, manuellement, il fallait faire en sorte que tout ce que tu exportes soit marqué comme exporté. Ensuite, il y a eu des retours comme quoi, oh non, non, c'est pas une bonne idée, on préférerait que tout soit exporté. Et après, il y en a qui ont dit, non, non, nous, on préférerait quand même, voilà. Donc en fait, ça, c'est un bon compromis, en fait. Je crois que... Une des idées, c'est que si tu as un module qui dépend d'un autre module, tu n'as pas forcément envie de montrer cette dépendance. Tu peux vouloir la cacher. Et donc, dans ce cas-là, si par défaut, tu obliges à exporter ce qui dépend de l'autre module, en gros, l'idée, c'est, imagine par exemple, tu as la fonction G, puis tu as une autre fonction qui ne retourne pas inner. Tu as deux clients... attends, ce n'est pas le bon exemple, on va prendre celui-là, par exemple, voilà, excuse-moi. Oublie ça, c'est l'exemple-là. Tu as la fonction f qui retourne un c, et dans le même module, tu as une autre fonction g qui ne retourne pas un c. Bah, tu peux vouloir dire que les clients de ce module-là...
Reset. On revient en arrière, rewind. Donc, tu as un premier module qui définit la classe C. Tu as un deuxième module différent qui définit une fonction f qui retourne un C. Et qui définit aussi d'autres fonctions. Tu peux vouloir dire que l'utilisateur qui n'importe que le deuxième module, il ne faut pas qu'il ait accès à C. Parce qu'il a apporté que le deuxième module. Par contre, l'utilisateur qui, lui, veut à la fois, qui veut récupérer le type de retour de f et faire des choses avec, il peut inclure à la fois le premier et le deuxième module. Donc ça offre plus de flexibilité et plus de souplesse comme ça. Oui, on peut aussi. Simplement, ce n'est pas par défaut. C'est à toi de le faire. Tu peux très bien dire dans le deuxième module que tu vas exporter tout ce qui vient du premier. Mais ensuite, c'est un choix de conception. C'est comment est-ce que tu décides d'organiser ton code qui va faire que ça sera le cas ou ça ne sera pas le cas. Moi, je pensais, c'est un peu, parce qu'on a un peu l'équivalent, par exemple, dans CMake, on a public et privé, etc. Pourquoi on n'aurait pas juste on choisit le scope dans le module, et on met un mot-clé comme public et privé, et on choisit ce qui sera public dans le module et privé dans le module, comme tu viens de l'expliquer. Pourquoi ne pas faire des scopes, tout simplement, pour dire ce qui sera exposé au client et ce qui est juste... C'est un peu ça, en fait. C'est ce que tu déclares export va être exposé au client, ce que tu déclares pas export va pas être exposé au client. Et tu peux faire un export d'une classe, d'une fonction, mais tu peux aussi faire un export d'un namespace. Et dans ce cas-là, tout le contenu du namespace va être exporté au client. Okay. Donc si tu veux faire un truc un petit peu plus gros grain, tu peux faire export sur un namespace. Ils n'ont pas fait ça de manière cohérente avec les espèces anonymes, avec les CPP, ou espèces anonymes, c'est pas visible. Alors tu n'as pas le droit d'exporter un namespace anonyme. Ouais, du coup, ça peut faire de manière au niveau syntaxe un peu cohérent, avec une espèce anonyme dans le module. Tu peux en avoir, mais tu peux pas exporter. Non, mais là, en gros, si tu dis pour gérer le import-export, faire ça par des namespaces, la granularité n'est pas forcément la bonne, parce qu'il y a des cas où tu veux être plus fin qu'au niveau du namespace. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment... Et en plus de ça, l'idée c'était, par défaut, on n'exporte pas, et on met un mot-clé pour exporter. Alors qu'avec les namespaces anonymes, ça aurait été l'inverse. On exporte par défaut et on peut cacher. Donc comme le but, c'est vraiment de n'exporter que ce qu'on veut explicitement exporter, le sens n'était pas le bon. Et puis en plus, quand tu exportes un namespace que tu exportes, c'est le scope du namespace que tu es en train d'écrire. Tu vas réouvrir le namespace derrière pour remplir avec d'autres choses que tu n'as pas exportées du coup, parce que tu n'as pas marqué le mot export. En fait, la notion de namespace étant séparée, parce que le problème avec les namespaces, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de bord fini, tu peux facilement les étendre. Même dans le code Oui. avec les modules, ils ont des bords finis. Il y a une limite, enfin tu vas expliquer le reste, mais il y a des limites. Est-ce qu'on a part de la visibilité des symboles par rapport à ce que tu exportes? C'est-à-dire Par exemple, est-ce que quand tu as export F, est-ce que c'est-à-dire que ma fonction dans le binaire final aura un symbole exporté? Alors, il y a un autre point qui est, les modules ne parlent absolument pas de bibliothèque dynamique ou de quoi que ce soit comme ça. C'est hors sujet pour les modules, c'est hors scope pour le langage, donc le langage n'a pas le vocabulaire pour décrire ça. Dans des fichiers objets classiques aussi. Mais les fichiers objets classiques font pas partie, la norme ne parle pas. Je ne sais pas ce qu'ont décidé de faire les compilateurs, mais c'est hors scope pour la norme. Moi je sais. En fait, toutes les discussions autour de ça, c'est si tu veux exporter des symboles, tu utilises la logique de ton compilateur pour exporter des symboles, et ça n'a rien à voir avec. Par exemple, quand tu mets un truc statique aujourd'hui, le symbole, potentiellement, il existe un truc en haut, mais il n'a pas la même visibilité qu'un truc. Mais ça, c'est le linkage, c'est encore différent. Ouais. Là, on ne parle pas du tout de linkage, on parle vraiment au moment de la compilation. Et ce dont tu parles, ça existe, mais ça n'existe pas dans la norme C++. Ça existe dans le comportement du compilateur. Ouais, oui, donc la norme n'en parle pas. Et a priori, aujourd'hui, ils ne veulent pas les lier parce que je ne sais plus pour quelle raison, mais en gros, ils ont des use cases où il ne faut pas les lier ensemble. Ouais, en fait, il faut que ce soit un choix indépendant. En tout cas, pour l'instant, c'est un choix. En tout cas, voilà, il y a des gens qui se sont posé la question et je crois que leur conclusion, c'était non, si on les lie, il y a des cas qui ne marcheront pas bien. Je crois qu'il y avait une question par là. Alors, ils ne seront pas visibles, c'est-à-dire que... Voilà.
Mais le client ne pourra pas en faire grand-chose, puisqu'il pourra peut-être en faire des choses il pourra peut-être le passer en argument à une fonction qui prendrait un C, mais il ne pourra pas appeler des fonctions membres dessus. Il ne pourra rien faire qui nécessite d'avoir la connaissance du type. En fait, le terme utilisé, c'est l'accessibilité, au sens où tu ne peux pas le nommer, tu ne peux pas utiliser des noms dessus. Voilà. Si tu as une fonction qui prend une référence à un C par argument, ça marchera. Donc ça permet par exemple d'avoir l'équivalent d'un file étoile, un type opaque. C'est-à-dire un type qui existe, mais que l'utilisateur ne peut manipuler que de manière totalement boîte noire. Comment vieux C? Oui, la oui. Ouais, il y a de la magie dans la définition pour que ça se passe. Mais en fait, le type est. Enfin, le type est. La classe existe. La classe existe, elle n'est juste pas accessible à l'utilisateur. Mais l'utilisateur ne pourra pas écrire un destructeur explicite dessus. Par contre, le compilateur, lui, a accès à toute la machinerie et peut appeler le destructeur. C'est exactement comme pour private. C'est-à-dire que ton membre, s'il est private, tu n'as pas accès à ce membre, mais il peut être détruit. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment bien décorréler la classe qui existe, quoi qu'il y arrive, et le fait d'avoir accès ou pas à la classe qui existe ou pas, suivant que le truc est exporté ou pas. Supposons qu'on le sait, on passe à une fonction template. Si la fonction template elle avait définie dans le module qui avait le droit à C, c'est bon, il pourra appeler mon paramètre.toto, qui serait un membre de C, parce qu'il était défini dans le module où on avait déjà accès à C. Par contre, la même fonction template qui serait définie n'importe où ailleurs où on n'a pas importé la classe C, ça ne compilerait pas. Oui, puisqu'au point d'association, tu n'auras pas accès à la définition de C. Après les détails des associations templates avec les modules, je t'invite à lire le document avec beaucoup d'attention. Faut une demi-heure, ok. Ah mais tu peux utiliser le type, il suffit qu'il soit exporté. C'est pas qu'ils imposent auto, c'est par défaut il n'est pas visible, mais tu peux quand même le manipuler avec un auto si tu en as envie. Bah, pas forcément, tu peux ne pas récupérer le type de retour de la fonction, tu peux juste appeler la fonction sans regarder son type de retour. Bon, on ne t'impose pas auto, tu as le droit d'appeler ça, tout simplement. Ah, non, si tu veux vraiment récupérer le type et le manipuler, tu es obligé d'avoir importé ce qui définissait. Ce qui définit inner, pardon. Là, c'est un exemple privé. Mais tu le récupères, mais tu ne peux rien en faire. Pas mettre quoi? Bah parce que tu n'es pas censé savoir ce que c'est, ce type. Mais ce type n'était pas accessible. Et tu pourrais avoir, toi, en local, un autre type qui s'appelle inner et qui ne serait pas en conflit avec ce type inner. C'est parce que justement, le fait d'avoir des modules, c'est tu peux avoir des objets qui ont le même nom dans deux modules différents, tant qu'ils ne sont pas accessibles simultanément, ça va marcher. Ce que tu dis, ça ne marcherait plus. D'accord? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais tu peux très bien avoir un premier module qui définit un type, un deuxième module qui a un template, et un troisième module qui va inclure les deux autres modules et qui va instancier le template du deuxième avec le type du premier. Je ne suis pas sûr si ça répond à la question. Ce qui compte, c'est qu'au point d'instanciation du template, le type sur lequel il est instancié soit accessible. Pas forcément au point de définition du template, mais à son point d'instanciation.
Excusez-moi, j'accélère un petit peu parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Point suivant. Une entité, une classe, une fonction, un truc comme ça, appartient à un module et à un seul. Ça aussi, c'est important, ça corrige le problème qu'on avait auparavant. Donc, y compris une fonction inline. Une fonction peut toujours être définie inline, mais il n'empêche qu'il y a une notion stricte d'appartenance. Un objet est dans un seul module, pas plus. Si on a deux modules qui définissent des objets du même nom, tant que ces objets ne sont pas accessibles, il n'y a pas de souci. Mais si on est dans un contexte, donc voilà, par exemple, on a deux modules qui déclarent une classe Toto, et que la classe n'est pas exportée, par exemple, il n'y a pas de souci. Chaque module a sa propre classe Toto qui n'a aucun rapport avec l'autre, et ça marche. Si les deux classes Toto sont exportées, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'inclut pas, tant qu'on n'importe pas les deux modules. À partir du moment où on importe les deux modules, là on aura une erreur qui dira « Attention, là il y a Toto qui est défini dans le module 1, qui est défini dans le module 2, je ne peux pas. » D'un certain point de vue, ça supprime l'ODR. L'ODR, c'est on peut avoir plusieurs définitions, elles doivent être identiques. Là, il n'y en a qu'une seule de définition. Le seul endroit où est définie ma fonction, le seul endroit où est définie ma classe, c'est ce module, nulle part ailleurs. Donc il n'y a plus besoin d'ODR. Et ça simplifie pas mal les choses. Ça permettra aussi d'avoir des meilleurs diagnostics, etc. Alors, il y a un truc pour des histoires de compatibilité avec le code existant. Quand on importe, il y a des endroits, on va voir, on peut importer du vieux code. Et tout ce qui n'est pas dans un module, on considère que c'est dans un module qu'on appelle le module global. Voilà. Alors, je vais en parler un peu plus tard, et après, mais je ne parlerai peut-être pas de tout, mais je vais déclarer comment est-ce qu'on fait un module, et sachant qu'en fait, un module, c'est un certain nombre de fichiers sources qui vont générer une représentation binaire intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le module? L'ensemble des fichiers sources ou la représentation binaire, le truc est un peu ambigu. Mais en tout cas, c'est cette notion de module qui possède les entités qu'il y a dedans. Ça répond, plus ou moins? Non, le module, c'est pas que la partie publique, c'est aussi la partie interne. C'est l'ensemble des objets possédés par le module, qu'ils soient exportés ou qu'ils ne le soient pas. Non? Parce que tu as bien vu que le compilateur, lui, a besoin de le connaître pour pouvoir connaître sa taille, pour pouvoir ne plus avoir les pointeurs, etc. Elle n'est pas accessible, mais elle existe. Et le compilateur a besoin d'y accéder, lui a besoin d'y accéder. Nous, développeurs, on n'y a pas accès, mais le compilateur, pour appeler le destructeur, par exemple, lui, il a besoin d'y accéder. Donc tous les objets qui sont dans un module font partie de la description du module. Simplement, tous ne seront pas accessibles depuis l'extérieur. OK? Donc, ne pas confondre une entité et son moyen d'accès. Donc, c'est déjà un peu ce que j'ai dit. Une classe, c'est une entité, elle existe, elle possède des membres, des classes de base, etc. On peut y accéder, mais on peut y accéder de manière différente. Déjà aujourd'hui, la même classe, on peut y accéder par son nom, par un type-def, par un using, etc. C'est possible qu'on n'exporte pas une classe, mais qu'on exporte un type-def ou un using sur une classe. Et dans ce cas-là, comme on a exporté ce using, la classe, elle sera accessible. Pas par son nom initial, mais par son nom de using. Donc ce qui est exporté, ce n'est pas l'entité elle-même, c'est le moyen d'accéder à une entité qui est exportée. Si on a une classe template, les instantiations de la classe template sont exportées par un module. Et donc si deux modules instancient la même classe template avec le même template... Non, pardon. Quand on a une classe template, ce qu'on exporte, c'est le template lui-même. Les instantiations elles-mêmes, elles ne sont pas... une instanciation explicite, je ne sais pas. Il se peut que là, je ne sais pas. Mais pour une instanciation classique, c'est la classe template qui a été exportée, ce n'est pas l'instanciation. Voilà. Je ne sais pas pour une association explicite ce qui se passe. Le document est accessible. Bonne lecture.
Si ça c'est défini, en fait ça appartient au module. Donc sous-entendu, les artefacts qui vont être, enfin, le sous-entendu est que les artefacts qui vont être générés pour la population du module vont contenir la seule instance. Et après, s'il y a une histoire de délai et tout, c'est complètement orthogonal. Exactement. Il y a deux instances dans SVG vecteur I, deux fois dans le. Parce que chaque instance se retrouve dans le module. Si on ne parle pas de DLL, tu auras le même cas qu'actuel. Donc, Il y a comme une sorte d'ODR à la fin qui existe. ouais, en fait, l'ODR n'est pas enlevé. Ouais. C'est juste que des moments où tu utilises. Admettons que tu serais dans un monde où tu utilises que des modules. Ouais. C'est comme si on n'avait pas besoin de regarder l'ODR parce que forcément il n'y a qu'une seule définition. Mais comme dans le vrai monde, il va y avoir un mélange des deux, de code en module et de code pas en module, forcément les règles d'ODR existent toujours. Je crois que formellement, sur les templates, sur les instances de templates, il crée une sorte de module dynamiquement qui possède l'association du template. C'est ça, en fait. Il y a une possession par module. Enfin, c'est pas ton module, tu as ton module déclaré ton template, tu as ton module où tu l'instancies, mais l'instanciation elle-même, elle réside encore dans une sorte de pseudo-module qui n'est pas matérialisé. Moi j'ai une question, c'est quand les modules ils sortent peut-être un jour, et qu'on va vouloir moderniser notre. Après. Il y a migration ici. Hein. Donc, un module, je vous ai dit que pour définir un module, on peut avoir plusieurs fichiers sources. Donc, il y a 4 catégories différentes de fichiers sources pour définir un module. Ça fait partie des choses qui n'étaient pas avant le merge qui vient d'Atom. Avant, il n'y en avait que 2. Donc, c'est ce qu'on appelle des modules unit. Donc, des modules unit, il y en a 2 catégories, il y a ceux d'interface et ceux d'implémentation. Un module unit d'interface, il va pouvoir exporter des objets. Un module unit d'implémentation, il n'a pas le droit d'exporter des objets. Il ne contient que des objets internes. Un module unit d'interface, il y en a 2 catégories. Il y a le principal, qu'on déclare en étant export module, le nom du module. Il y en a un seul par module, c'est pour ça qu'on dit c'est le principal. Voilà. Il y a une certaine cohérence de nommage. Et il y a ensuite des modules units secondaires qu'on appelle des partitions. Et elles sont déclarées en disant export module, le nom du module principal, 2 points, le nom de la partition. Donc là, ça veut dire je participe à l'interface du module UI et je suis une partition qui s'appelle Windows. Cette notion de partition, elle est utile pour organiser notre code quand on écrit le module. Depuis l'extérieur du module, elle est entièrement invisible. L'utilisateur ne voit pas la partition Windows. La seule chose qu'il voit, c'est le module UI. Donc c'est vraiment un détail complet d'implémentation. Et même en termes d'ABI, déplacer un truc d'une partition à l'autre n'est pas prévu pour changer l'ABI du code. C'est un détail d'implémentation. Et donc, il y a une contrainte qui est que le module principal doit importer et réexporter toutes les partitions. En gros, il faut bien qu'à un moment, ils disent « voilà la liste de mes partitions ». Donc l'idée, c'est « je vais importer et exporter mes partitions ». La syntaxe, ça va être « import, export, Windows ». Ça veut dire « j'importe la partition Windows et je la réexporte ». Obligatoire, sinon le module ne complètera pas. Ensuite, il y a des fichiers d'implémentation. Donc eux, on les déclare non pas en disant « export module UI », mais simplement « module UI ». Ça veut dire « je suis dans le module UI », mais j'exporte rien. À l'intérieur de ces fichiers d'implémentation, on a accès au contenu de l'interface principale. Donc quand je suis dans module UI, tout ce qui est défini dans le fichier qui a défini export module UI, si là-dedans j'ai une classe Toto, ici j'ai accès à Toto, comme si j'avais fait un include du fichier en question. Comment ? Un import, pardon, du fichier en question. Bien évidemment, on ne peut rien exporter. Et on peut aussi avoir plusieurs partitions d'implémentation. Ça, en gros, c'est utile uniquement pour éviter des fois des dépendances cycliques ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment de l'organisation interne au module. Et donc, même chose, ce serait module UI :internal. Ça veut dire je déclare dans ce fichier-là, je suis en train de définir une partition qui s'appelle internal,
qui va servir juste à implémenter le module UI, mais qui n'expose rien. Alors, si vous trouvez ça compliqué, pour les petits modules qui ne contiennent pas 50 000 classes, vous pouvez tout mettre dans un seul fichier. Hein. Comme ça, les partitions et tout, c'est uniquement, c'est facultatif, c'est pour vous permettre de mieux organiser le code. Ça ressemble un peu à des mini-bibliothèques statiques compilées à la volée avec un peu de stockage. On peut voir ça comme ça, oui. Sauf que par rapport à une bibliothèque, l'interface est exposée de manière plus clean que par un header. Mais oui. Parce que c'est pas un namespace. En fait, au début, c'était juste point. Après, les gens ils ont dit ah mais pourquoi c'est pas une adresse de fichier Alors, point, slash, etc., etc. Et je crois que ça c'est la dernière version, itération de ça. juste on a le droit de mettre un point dans le nom d'un module, mais ça veut rien dire. C'est juste un caractère comme un autre dans le nom d'un module. Alors, Par contre, pas slash. non. Alors, quand on déclare un module, il y a plusieurs parties dans un module. Il y a déjà le haut du fichier. Tant qu'on n'a rien dit d'autre, ça va permettre de définir des choses qui correspondent au module global. Je vous ai dit que le module global, ça servait entre autres à importer des choses qui n'appartiennent pas au module, des vieux trucs, des vieilles bibliothèques. Donc le début du fichier, ça correspond au module global. Pour ça, on est obligé de commencer en disant module point virgule. Ça aussi, c'est une modification récente. Pour introduire le module global, on doit dire module point virgule. Donc un code qui ne commence pas par module point virgule n'a pas le droit de parler de module. C'est du code legacy. Tout code qui parle de module commence soit par export module, soit toto, soit par module toto, soit par module point virgule, si au début il veut parler du module global. Ensuite, à l'intérieur du module global, on a le droit uniquement d'avoir des includes, rien d'autre. Après, les includes peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais dans le module global, on peut mettre que des includes. Et il y a des petits soucis dedans, mais bon, voilà, c'est ça l'idée. Donc le contenu n'appartient pas au module et il pourra être spécifiquement dupliqué ailleurs. Si j'ai inclus un point H qui définit la classe Toto, ben je pourrais avoir ailleurs dans le programme un autre module qui dans ce module global inclut Toto. Comme les deux Toto sont dans le module global et non pas dans les deux modules, il n'y a pas de souci, chaque entité appartient bien à un module unique. C'est ce qui est en fait, si je préfère, c'est comme le namespace global. C'est avant d'être dans un namespace, c'est dans le namespace global. Ben là, avant d'être vraiment dans un module, tu es dans le module global. Ça... Et l'utilité de ça, c'est vraiment pour réutiliser les anciennes bibliothèques qui n'ont pas été prévues pour les modules. Tous les objets qui viennent des anciens... En gros, tout ce qui n'est pas dans un module va être mis dans le module global. Ensuite, une fois qu'on a fait ce... Ça, c'est optionnel. On n'est pas obligé d'avoir un module global au début. Si on écrit du code tout neuf, on est directement dans le vrai module. Je suis désolé, je vais arrêter de prendre les questions maintenant parce qu'autrement, ça ne va pas être possible. Et je reprendrai les questions à la fin. D'accord ? Donc, ensuite, on déclare le module courant. Donc ça, c'est les trucs que j'ai dit auparavant, les différentes options. Donc, export module toto, etc. Ensuite, il y a un préambule dans le module. Le préambule du module contient des imports. Alors, les imports, il y a plusieurs variantes. C'était une proposition qui était très simple, et puis au fil du temps, il y a des petits... Mais je pense que ça reste gérable. Donc, on peut importer simplement un truc. Donc, importe stdcore. J'importe le module stdcore. On peut aussi dire que ce que j'importe, je veux le réexporter pour mes clients. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens pour mes clients de m'utiliser s'ils n'utilisent pas aussi l'autre module. Je ne sais pas, c'est... je suis une bibliothèque de calcul de géométrie et qui utilise des complexes. Je vais avoir des complexes partout. Les arguments de mes fonctions, c'est des complexes. Les types de retour de mes fonctions, c'est des complexes. Ben, je vais peut-être faire un export-import stdcore pour dire je récupère stdcore, parce que dedans, c'est là-dedans qu'il y a la classe complexe, mais je vais la réexporter pour que tous mes clients n'aient pas besoin manuellement d'importer stdcore, parce que ça n'a pas de sens de m'utiliser sans ça. Donc ça répondait à une question qu'il y avait auparavant sur mais les gens, ils n'y ont pas accès. Ben si je veux qu'ils y aient accès, ils y ont accès. Ça revient à dire, c'est comme si mes clients, quand ils faisaient un import de moi, ils faisaient aussi un import de l'autre. C'est strictement équivalent. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est qu'on peut importer d'autres modules ou on peut importer une partition du module courant.
Donc là, par exemple, je vous ai dit que quand je suis en train d'implémenter, quand je suis dans un fichier d'implémentation de mon module, j'ai accès aux objets qui sont définis dans l'interface du module, mais uniquement dans l'interface principale. Si je suis dans une partition d'implémentation qui a besoin de quelque chose qui est dans une autre partition d'interface, ben je vais l'importer. Et tous les imports doivent être dans le préambule. On ne peut pas commencer à faire des imports, à définir 2-3 classes et ensuite à refaire d'autres imports. Dès qu'on commence à définir des objets, on n'est plus dans le préambule. Donc ensuite, des déclarations. C'est du code classique. Les déclarations qui apparaissent là appartiendront au module et on peut les exporter. Et il y a une petite subtilité qui est dans quel état on les exporte. Hop. Voilà. Donc, imaginons j'ai ce code-là. J'ai fini un module Toto. Je suis dans un fichier d'interface, donc c'est export module Toto. J'exporte une classe tutu. Là, c'est juste une déclaration de la classe. Je n'ai pas de définition. J'exporte une classe Titi. Et plus tard, dans le fichier, je définis la classe Titi. Qu'est-ce qui est exporté? Tutu sera considéré comme incomplet. Au moment où je l'ai exporté, bah, on n'avait pas sa définition. Donc, j'ai exporté le fait qu'il y a un nom tutu quelque part. L'utilisateur pourra utiliser le nom tutu, mais comme toujours, hein, il n'y a rien de changé. Si on a fait classe tutu point virgule au début de notre fichier, on ne peut pas accéder aux données membres, on ne peut pas connaître la taille, etc. Là, ça ne change pas. Maintenant, la question, c'est pour Titi. Il y a eu un changement au niveau de la définition des modules. Aujourd'hui, le comportement consiste à dire, à partir du moment où on exporte Titi, on va l'exporter dans l'état où elle est à la fin du fichier. À la fin du fichier, Titi est défini. Donc, je ne vais pas exporter que la déclaration de Titi, mais je vais aussi exporter sa définition. Avant, ce n'était pas comme ça, voilà, ça a changé. Du coup, il y a un problème qui est comment faire si on veut n'exporter que la déclaration de Titi. Sauf que ce n'est pas forcément évident de splitter, parce que si on a défini Titi là et non pas dans l'implémentation, c'est peut-être qu'on avait envie que les différents fichiers d'implémentation y aient accès. Donc la réponse est, ça fait partie des petits points de détail qu'il faut encore régler par rapport au merge. De quoi? Oui, si tu voulais exporter Titi, tu pourrais le mettre export uniquement. Non, pardon. Quand un objet apparaît 2 fois, export doit être la première fois où il apparaît. Il ne peut pas être sur la deuxième. Il doit être sur la première fois où il apparaît dans le fichier. Après, le cas classique, c'est quand même le cas où on va vouloir tout exporter. Le cas où on veut exporter, c'est déjà un cas un peu... Donc, un exemple, je définis un module. Donc là, je dis module point virgule, ça veut dire ce qui vient derrière, c'est le module global. Je n'ai pas donné de nom. Donc là, j'ai un module global dans lequel j'inclus legacyHeader.h parce que je vais en avoir besoin ailleurs dans la définition de mon module. Ensuite, export module, mon module. J'importe un premier module. J'importe un autre module et je vais le réexporter à mes clients. Et je définis un objet, mais je ne l'ai pas exporté. Donc, il appartient à mon module, mais il n'est pas exporté. À partir du moment où j'ai commencé à définir un objet, le préambule est fini. Je n'ai plus le droit de mettre d'autres imports. Là, ça veut dire le fichier exporte le module, mon module. Donc, c'est le fichier qui permet de définir mon module. Si on oubliait les aspects legacy, les 2 premières lignes n'existeraient pas. Elles sont juste là pour pouvoir récupérer des points H qui prédatent du monde des modules. Comment? Tu n'as pas directement de code avant la fin du préambule. Tu as le droit. Il y a des discussions là-dessus sur est-ce qu'on veut augmenter les contraintes de ce qu'on a le droit de mettre à cet endroit-là, machin, etc. Mais ce n'est pas encore complètement réglé et c'est très difficile à discuter de ces sujets-là parce que le vocabulaire n'est pas évident. Alors, grosse question, c'est et les macros là-dedans? Aujourd'hui, les macros ne sont pas prévus. Un module n'exportera pas de macros. Mais il y a des gens que ça gêne. Donc, il y a des propositions pour faire évoluer les modules pour qu'ils puissent exporter des macros. Ces propositions ne sont pas stricto sensu nécessaires. Aujourd'hui, on peut se débrouiller comme ça. Les points H existent toujours. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de dire je vais créer un malib.h. Les gens qui veulent récupérer malib sans les macros, ils font un import malib. Les gens qui veulent récupérer malib avec les macros, ils font un include malib.h. Ils récupèrent l'import
plus des définitions de macros. C'est la proposition telle qu'elle était dans le TS. Globalement, ça marche, mais il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'il faut continuer à faire des includes et voilà. Alors, oui, 5 minutes, ok. Voilà. Donc, il y a certains qui font du lobbying pour qu'il y ait autre chose. Ils parlent de dièse export pour dire je vais exporter une macro. Là où un export exporte quelque chose de normal, un dièse export exporterait une macro. Et puis, tant qu'à faire, je peux faire du dièse export de log étoile. Et donc, toutes les macros qui commencent par un log seraient exportées. Les modules restent indépendants, malgré tout, dans cette proposition. Alors, on pourrait croire que ce n'est pas indépendant, parce que si un module exporte Toto et qu'un autre exporte Toto, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont défini des règles de façon à ce que l'ordre d'inclusion reste le même. C'est à partir du moment où il y a un def Toto qui est exporté, c'est lui qui gagne. Et tant qu'il n'y a pas de undef, toutes les définitions doivent être les mêmes, sinon, plantage, on refuse de compiler. Donc c'est ça les règles qui ont été définies. Mais ça a toujours été le cas. Hein, mais donc, globalement, là, sauf que là, celui-là est diagnosticable, je crois. Ça, c'est pas décidé, je ne sais pas ce que ça va donner. Le doigt mouillé ne m'a pas donné trop d'indications lors de la dernière réunion sur ce que ça va donner. La migration. Comment on fait pour du code qui n'est pas avec des modules pour basculer au module? Bottom-up, ça c'est simple. Bottom-up, c'est je pars de la bibliothèque qui ne dépend de rien, je la transforme en module, j'adapte les clients de cette bibliothèque, et puis je remonte la chaîne jusqu'à ce que tout mon programme soit fait avec des modules. Là, il n'y a aucune difficulté. Ce qui est important, c'est qu'on a le droit d'importer un module dans du code qui n'est pas module aware. C'est-à-dire que dans un code qui ne déclare pas un module du tout, on a le droit, n'importe où, de faire un import d'un module. Donc ça, c'est ce qui permet de supporter le scénario-là. Comment? Oui, puisqu'il n'y a pas de notion de préambule, puisqu'on n'est pas dans un module. Il ne faut pas être dans une fonction de classe. Pardon, n'importe où, at namespace scope. Ok. Mais il n'y a pas de notion que ça soit au début du fichier, c'est ça que je voulais dire par n'importe où. Moi, j'avais demandé à Gabi si on pouvait importer dans une fonction, parce qu'en D on peut, et il a dit non. Voilà. Et j'ai pleuré. J'espère tu as de la chance qu'il ait juste dit non et que tu n'as pas pris un truc dans la figure. Ensuite, autre scénario de migration, top-down. C'est je commence par faire mon programme principal en module, bon lui il n'a pas trop d'intérêt, puis je commence à faire les bibliothèques qui dépendent de mon programme principal en module, et ensuite je remonte jusqu'à ce que finalement j'ai tout passé en module. Ça, c'est pas trop difficile non plus. L'idée c'est qu'on va consommer les bibliothèques bas niveau toujours sous forme de .h, donc j'ai mon module, il utilise des bibliothèques plus bas niveau, il les consomme sous forme de .h. On a deux méthodes pour les consommer sous forme de .h. La première, c'est au niveau du module global, dans lequel on peut toujours faire un include. C'est ce que je vous ai montré dans l'exemple précédent. La deuxième, c'est aussi une nouveauté du merge. Il y a la notion d'avoir un import avec des guillemets et le nom d'un fichier. Dans ce cas-là, c'est un truc un peu spécial qui va générer automatiquement un module qui correspond au .h. Mais c'est un peu un module spécial parce qu'il ne va pas vraiment posséder ce qu'il a dedans. Les objets continueront à appartenir au module global de façon à ce que si quelqu'un d'autre ailleurs fait un dièse include, il n'y a pas de conflit. L'autre point, c'est qu'il va exporter tout. Donc tout ce qu'il a dedans, il l'exporte. Et le troisième point, c'est que le fameux truc que j'ai dit là pour les dièse export sur les macros, mais en fait, il est implicite dans ce cas-là. On ne sait pas si le dièse export existera, mais en tout cas, quand on fait un import avec des guillemets ou avec des crochets, enfin avec des inférieurs supérieurs, on aura le droit aussi, toutes les macros qui sont dans ce point H sont exportées aussi, avec les mêmes règles que si on avait le dièse export, mais qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Il me semble que en fait, c'est juste un raccourci pour quelque chose qui est faisable en réalité. L'export des macros, pas forcément. Non, pas l'export des macros. Le fait d'exporter tout, c'est comme si on faisait un externe C++, export, externe C++, ouvrez les guillemets, include du fichier, fermez les guillemets. C'est à peu près équivalent à ça. C'est-à-dire comme ça que c'est défini à la norme. C'est sémantiquement équivalent à faire un export, externe C++, ouvrez les guillemets, include du fichier, fermez les guillemets. Et en plus, on exporte les macros. Et pourquoi est-ce que les gens ils veulent ça? L'idée, c'est potentiellement, ça peut être plus performant.
C'est-à-dire qu'on va quand même générer dynamiquement des modules, et c'est là qu'il y a aussi les histoires de modules map qui peuvent exister, mais que je n'ai pas trop plongé dedans. Non, ce n'est pas fixé par la norme, mais l'idée, c'est que si on a fait ça, plus tard, si ailleurs dans le code, on voit un dièse include, si on voit un dièse include de legacy.h, eh ben, on a le droit de dire « Ah, mais tiens, il y avait un dièse import de legacy.h, et finalement, je peux réutiliser le module plutôt que d'inclure. » Il y a des règles un peu bizarres comme ça, et du coup, il y a une sorte de mapping entre les noms des modules et les noms des fichiers, mais qui n'est pas clair, et qui n'est pas défini dans la norme, et qui est justement laissé exprès pas clair pour que les fabricants de compilateurs expérimentent autour de ça. Je suis désolé, les questions vraiment à la fin, parce que là, c'est là techniquement la fin, mais voilà. Voilà, maintenant, le mode compliqué, c'est le mode merge. Alors, imaginons, ce sera peut-être plus simple de montrer directement le dessin. Donc au début, voilà, c'est le cas là qui est un peu plus compliqué. J'ai un module factory, j'ai une bibliothèque qui contient des factories, une bibliothèque qui contient des shapes, que je vais construire avec des factories, une bibliothèque qui contient des effets spéciaux, que je vais construire avec des factories, une bibliothèque de dessin qui va utiliser les deux. Je décide de basculer Special Effect en mode module. Donc j'ai mis le violet pour ce qui est en mode module. Donc là, ça veut dire, elle, c'est un module. Je vais continuer à consommer factory qui est en .h. On a vu comment le faire. Lui, il va consommer shape sous forme de include ou de import avec des guillemets, il a le choix. Et pour Special Effect, il va maintenant faire un import. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est si je veux transformer factory aussi en module, mais pas vraiment. Factory a deux clients. Le gars qui développe Shape, c'est une grosse feignasse, il ne veut surtout pas changer sa bibliothèque, il ne veut même pas la recompiler. Elle existe, il n'y touche pas. Par contre, le gars Factory, lui, c'est « Ah ben maintenant, je fournis les factories sous forme de modules. D'ailleurs, ça va être plus simple pour Special Effect. Je ne suis plus obligé d'avoir des include to more, je peux directement importer Factory. » C'est génial. Comment faire pour que ce scénario marche ? Les entités définies là-dedans vont appartenir au module Factory. Sauf que les entités qui sont définies là-dedans, elles vont appartenir au module global. Ça ne marche pas. Donc, la solution, elle passe par de la subtilité, contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qui était super clair. Donc, l'idée, c'est le module... oui. Une des façons de faire, ce n'est pas forcément la seule, mais une des façons de faire, c'est de dire qu'on crée deux choses. On a le module factory, on a le header factory qui, lui, n'a pas changé, puisque les clients veulent toujours l'utiliser, même sans recompiler. Et donc, l'idée, c'est que le module factory va inclure le header factory. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il est vide, mais il inclut factory. Donc, il a accès à ce qui est dans le module factory a accès à ce qui est dans le header factory. Ensuite, il va définir, je pense que le plus simple, c'est de voir directement le code, il va définir des noms à lui, donc qui sont chez lui, qui lui appartiennent, mais qui vont permettre d'accéder à ce qui est dans le .h. Donc par exemple, ils vont définir using, ça c'est à moi, mais c'est égal à ce que j'ai récupéré du header. Et donc, ça veut dire que finalement, je vais définir des synonymes, je vais définir dans mon module des synonymes de ce qu'il y a dans le .h, et mes clients à moi vont utiliser ces synonymes, et les clients du .h vont continuer à utiliser les objets du .h. Voilà un chemin de migration. Alors, ce n'est pas gratuit, parce que ça veut dire que le wrapping n'est pas automatique, mais voilà un chemin de migration qui permet de à la fois basculer factory en module et de ne pas le basculer en module. En fait, il y a deux chemins de migration possibles. Il y a celui qui consiste à dire on va vivre éternellement dans l'état là, dans l'état où factory ne sera pas basculé et on va le consommer avec des dièses, machin. Mais on a au moins changé celui-là. Et puis peut-être qu'un jour plus tard, on changera celui-là et seulement à ce moment-là, on changera celui-là. C'est une façon de voir les choses. L'autre façon, c'est aussi à dire, finalement, celui-là, en fait, je vais faire un module qui va wrapper la version de nos modules en redéfinissant des noms. Voilà. Alors, les petits challenges actuels, c'est que le plus gros challenge sur les modules, c'est clairement celui-là, c'est mettez-vous d'accord, putain de bordel de merde. Et vite. Deuxième, les modules, un des buts, c'était d'aller plus vite sur la compilation. Aujourd'hui, j'ai encore pas vu de bench. Il y en a un. Ah. Build 2. Ah, peut-être que Build 2 fait. Il y a un mec open source il n'y a pas longtemps sur le site, il a posté une de ses librairies, il a tout passé en module Clang, et c'est
me souviens bien du poste en question, c'était une variante du TS. Et le problème, c'est que c'était une variante qui était trop modifiée par rapport à ce que le TS faisait. Et en fait, ils ont exploité les particularités de la version de Clang. Ça donne une idée après. Ouais, c'est-à-dire en fait, Non. on sait Alors, quand je dis il n'y a pas de bench, c'est aujourd'hui il n'y a pas de bench officiel fait par les compilateurs où ils estiment que le bench est représentatif de ce qu'ils vont obtenir. Non, ok, Voilà. d'accord, voilà. C'est dans le cadre-là que je disais il n'y a pas de bench. Il y a eu des gens qui se sont amusés à bencher dans leur coin, hein, évidemment, mais il n'y a pas ce truc-là. Et potentiellement, c'est un petit peu inquiétant qu'il n'y ait pas de bench parce que ça fait quand même un bout de temps que ça existe. Alors, ils disent que c'est pas ça le plus important dans les modules, que ce qui compte, c'est avant tout la modularité, etc. J'ai peur que finalement le gain soit un peu moins fort que ce qu'ils espéraient initialement. Je ne sais pas. Sachant que ce qui est espéré, ce n'est pas 120% de gain. Hein. Ce qui est espéré, c'est x10. L'objectif, c'était divisé par 10, je veux dire. L'objectif, c'était de diviser par 10 les temps de compile au minimum. Non, il n'y a pas que les temps de compilation, aussi, les simplicités de la modularité. Oui, après, non, mais l'objectif en termes de perf, c'était ça. Ensuite, il y a effectivement le fait qu'on ait du code qui est plus clair, plus facilement compréhensible, évolutif, et qu'on arrête de faire cette écriture inclusive, quoi. Autre problème, les build systems. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Avant, quand on inclut un .h, on inclut un fichier qui existe, qui a été écrit à la main par le développeur. Maintenant, quand on importe un module, on importe un truc binaire qui a été généré à partir d'autres fichiers. S'il existe, s'il a été généré, s'il est à jour par rapport aux autres fichiers. Donc finalement, ce qui auparavant était une opération où on ne se posait pas de questions, commence à devenir une opération où il faut peut-être se poser des questions. Et c'est contre le principe des systèmes de build. Aujourd'hui, le système de build, il va tout pré-mâcher, l'envoyer au compilo, et le compilo va tout comprendre. Là, le rôle du compilateur et du système de build sont un petit peu différents. Donc il y a des discussions en ce moment là-dessus. Est-ce qu'il faut que le compilateur fournisse un callback pour le système de build ou des choses comme ça? Donc ça, c'est des discussions en cours qui peuvent poser des problèmes. Dernier problème, c'est à partir du moment où il y a ça, il se peut que des gens qui font pas d'open source mais du closed source décident de fournir uniquement les artefacts binaires et plus les .h. Parce qu'à partir des artefacts binaires, on peut compiler. Et les gens qui font du closed source, le fait de devoir envoyer des .h, qu'est-ce que ça les ennuie? Dans les .h, il y a tout plein de choses. Il y a plein de définitions, il y a les définitions des données membres, il y a les définitions des templates, il y a énormément de choses dans un .h. Pour du closed source, c'est une horreur, les .h. Pour l'utilisateur, c'est vachement pratique. Non seulement pour compiler, mais aussi pour des outils, pour du Doxygène, pour de l'idée, pour plein de trucs, c'est utile les .h. Donc la question qui peut se poser, c'est les bibliothèques. Si un jour des gens livrent des bibliothèques sans .h, comment les développeurs vont survivre dans cette situation? Il y a eu des discussions, mais pour l'instant, il n'y a rien d'abouti. Il y avait l'idée que le format binaire soit un format normalisé. Sauf que les 3 développeurs de Compilo veulent absolument pas se mettre d'accord sur le sujet. Il y avait l'idée que, ok, le format n'est pas normalisé, mais on fournit des API normalisées qui permettent de l'exploiter. Sauf que les 3 fournisseurs de Compilo ne veulent absolument pas se mettre d'accord sur le sujet. Il y a une idée qui est que, ok, c'est pas normalisé, il n'y a pas d'API, mais il y a moyen de régénérer des .h à partir du format-là. Sauf que c'est pas évident, parce que de ce format-là, il a peut-être perdu les commentaires. Et du coup, il a peut-être perdu de l'information. Et si on a perdu de l'information, comment on la recrée? Donc là, c'est aussi un sujet en cours de discussion. Pardon? Les ABI, il y a le même problème. Si on a perdu de l'information, on a beau avoir les ABI qu'on veut, on ne pourra pas la retrouver. Si toujours, parce que tu vas peut-être en avoir besoin pour planquer une partie d'une classe dans du code genre, admettons que tu as un module, donc il y a une partie privée dont tu ne fournis pas le code. Et peut-être qu'il y a une partie publique dont tu fournis le code. Auquel cas, l'utilisateur, il peut regarder dans le code qu'est-ce qui se passe en vrai. Et puis la partie privée, il faut quand même un pinnacle pour l'implémenter. Ça peut être un peu comme ça. En plus, le pinnacle, tu gardes la binary complète potentiellement. Là, a priori, il n'est pas censé être impacté non plus si tu as le droit de modifier les entités qui ne sont pas exportées. Enfin, les fichiers d'implémentation d'un module, normalement, tu peux les modifier sans. Pas les trucs pas exportés, mais les fichiers d'implémentation du module, tu peux les modifier sans impacter la compatibilité binaire. Non, si tu modifies que les fichiers d'implémentation et pas les fichiers d'interface,
tu n'as pas besoin de recompiler. C'est pour ça qu'on sépare les fichiers d'interface et les fichiers d'implémentation. Maintenant, si tu as une entité non exportée dans un fichier d'interface et que tu la modifies, là, tu vas être obligé de recompiler. Mais si tu modifies que tes fichiers d'implémentation, tu es protégé face à ça. Donc j'ai fini ma présentation, je suis un petit peu en retard. Je ne sais pas s'il y a encore du temps pour quelques questions ou pas. Ouais.